Bonjour et bienvenue au Palais du Peuple de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, nous sommes venus pour assister à la plénière d'aujourd'hui. Donc il sera question de proroger à nouveau l'état de siège. Nous entrons à l'intérieur. Nous allons suivre de près les déclarations des députés au niveau du perchoir et on va prendre également leur réaction à la sortie de la plénière et puis on en fera un petit commentaire. Nabino Baibozuli Bakou, il y a continue na kati ya Palais du Peuple. Toyo kaba député parce que na période et vacances parlementaires tozalaki na moko pe misusu ya ba député ya Est en particulier parce que bangonde na Ituri na Nord Kivu bazali sous état de siège. Alors tozalaki na bango certains parmi eux bandai ko senga lever à état de siège. Est-ce que ça sera le cas pour la plénière d'aujourd'hui s'agissant plutôt sachant que il sera question d'aborder les sujets yango ya état de siège? Est-ce que bako s'exprimer ndenge nini? Est-ce que bako exiger lever à état de siège? Est-ce que bako continuer ko proroger état de siège? Mais avec quelles conditions face au gouvernement ou à la présidence de la République? Nous en saurons plus après avoir assisté à la plénière d'aujourd'hui. Suivez-nous. Honorable Grégoire, bonjour. Bonjour. Honorable, récemment, vous nous avez reçus pour nous expliquer que vous étiez ni lié, ni de près, ni de loin par des allégations qui ont été proférées par des milices des Codeco. Qu'en est-il de la situation? Non, ce n'était pas des Codeco, c'était un EDF. Ok. Oui, Codeco, c'est une milice locale de l'Ituri. EDF, c'est une nébuleuse internationale qui massacre à Beni. Et voilà, à l'occasion du procès de l'un d'entre eux à Beni, et il m'avait cité avec mon collègue Kizero comme faisant partie de leurs ravitailleurs. Évidemment, bon, à Beni, là-bas, tout le monde me connaît, tout le monde sait que c'était une histoire montée de toutes pièces. Et c'est malheureusement ailleurs que cette affaire a eu un écho. Et je dois avouer que j'ai été secoué parce que je n'avais jamais été insulté comme ça depuis ma naissance. Et vraiment, j'ai été secoué sérieusement. Mais bon, la vérité finit par triompher. Et elle a fini par triompher parce que le tribunal n'a pas tenu compte des allégations de ce monsieur-là, qui a été, j'apprends même, condamné la semaine passée déjà à la peine capitale. Donc voilà, on n'en parle plus, mais entre-temps, mon nom a été souillé. J'ai essayé de me défendre comme un beau diable. Ceux qui m'ont cru, ils m'ont cru, mais bon, la justice n'a pas tenu compte des allégations de ce monsieur-là. Et voilà, donc voilà où on en est. Voilà, honorable, mais aujourd'hui, il était question de proroger à nouveau l'état de siège, mais nous avons suivi de près certaines déclarations de vos collègues de l'Est en général. Certains sollicitent plutôt la levée de l'état de siège. Vous faites partie? Oui, je crois que l'état de siège ne se justifie plus au jour d'aujourd'hui, parce que c'est une situation exceptionnelle qui avait été prise par le chef de l'État pour mettre fin justement à l'insécurité et au massacre récurrent. Or, après l'état de siège, il y a déjà eu une autre disposition qui a été prise par le chef de l'État, c'est la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise du PDF. Donc, la mutualisation porte quand même quelques fruits, même si les massacres n'ont pas encore cessé. Ce sont des massacres qui ont commencé il y a très longtemps. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses aillent bien après quelques semaines ou quelques mois. Non, ça doit prendre du temps. Donc, l'ordonnance qui a instauré l'état de siège précise que le gouverneur militaire, c'est le commandant des opérations. Or, l'ordonnance qui a institué aussi la mutualisation des forces prévoit la même chose concernant le coordonnateur des forces mutualisées. Donc, finalement, on se retrouve en face de deux commandements. Nous avons deux textes contradictoires. Donc, il faut absolument que l'un laisse la place à l'autre. Et en l'occurrence, étant donné que le gouvernement de province n'a pas de troupes à disposition, mais que la mutualisation a des troupes ougandaises et congolaises, je crois qu'il vaut mieux garder la mutualisation parce qu'il y a de l'espoir même dans la population. Quand vous posez la question à Beni, tout le monde dit ok, le massacre continue, mais pour une fois nous avons de l'espoir. Donc à mon avis, ne serait-ce que pour cette raison-là, l'état de siège ne se justifie plus. On pourrait remplacer l'état de siège par... On pourrait le requalifier. C'est-à-dire soit le restreindre à des espaces juste là où il y a une insécurité vraiment accrue, ou encore passer à ce qu'on pourrait appeler un état d'urgence. État d'urgence, ça veut dire avec des autorités civiles, mais avec avec des prérogatives exceptionnelles pour l'armée.
Donc le problème, c'est le fait d'avoir des autorités militaires qui se posent là-bas. C'est leur comportement, leur façon de gérer où se situent les problèmes. Il faut dire que dès le début, l'état de siège est parti d'un mauvais pas. C'est-à-dire qu'entre le moment où il avait été décrété, c'est-à-dire en mai 2021, et le moment où il a effectivement commencé à être appliqué, il s'est passé entre 2 et 3 mois pendant lesquels il ne s'est rien passé sur le terrain. Et finalement, l'impression générale a été qu'avant état de siège égale après état de siège. Donc c'est à partir de là que l'état de siège est devenu impopulaire et malheureusement, il y a aussi des animateurs qui font certaines choses qui ne plaisent pas à la population. Par exemple, la prolifération des taxes. Est-ce que vous savez par exemple que pour le Nord Kivu, le gouverneur a décidé que les frais de participation aux examens d'État, c'est 65 $. Dans une région sinistrée comme celle-là, on dit voilà, 65 $, alors qu'ailleurs à Kinshasa, ailleurs dans d'autres provinces, on est dans les 20, 25, 30 $. Pourquoi au Nord Kivu, là où la situation est exceptionnellement mauvaise, c'est là que ces frais sont encore plus élevés. Ouais, donc ce sont autant de choses qui font que la population ne se retrouve pas dans l'état de siège. Et moi, personnellement, je crois que, étant donné qu'il y a déjà des opérations militaires conjointes entre la FARDC et l'armée ougandaise du PDF, en tout cas, il n'y a aucune raison qu'on continue avec 2 commandements militaires. Une petite dernière question, honorable Grégoire Kiro. Récemment, nous avons suivi la déclaration du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu qui indexait du doigt l'armée rwandaise comme étant derrière le M23. Vous êtes de ces points-là, savez-vous quelque chose à ces sujets? Mais c'est un secret de polichinelle. Le M23 version actuelle n'existe pas. Le M23, c'est une création rwandaise, tout simplement. Ça, c'est connu, c'est un secret de polichinelle. Donc, le fait d'avoir dit, ça ne peut pas poser problème. Mais il a été quand même mis de côté par rapport au relais communicationnel. Donc, il ne faudrait plus que la communication du gouvernorat passe par lui, mais plutôt par les gouvernorats en question. Bon, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il lui est reproché. Bon, j'ai appris qu'il avait parlé de deux éléments de l'armée rwandaise qui avaient été arrêtés. Et le Rwanda a nié par la suite. Et le Rwanda a nié. Apparemment, il y a aussi le mécanisme qui a nié parce qu'il a dit que ce sont 2 personnes qui avaient été arrêtées il y a, je crois, plus d'1 mois et qui n'avaient pas été arrêtées lors des opérations militaires à Bunagana. Donc, si c'est une faute qu'il a commise, bon, c'est tout à fait normal qu'il soit sanctionné. Mais dans tous les cas, c'est un secret de polichinelle. Le M23, c'est une création rwandaise. C'est le Rwanda qui veut déstabiliser l'Est de la RDC pour des raisons évidentes. Quelle raison, par exemple, Laurent? La raison qui pousse le Rwanda à vouloir déstabiliser la RDC, c'est parce que le Rwanda n'est pas d'accord avec la mutualisation des forces entre la FARDC et l'armée ougandaise. En quoi cette mutualisation peut poser problème au niveau du Rwanda? Voilà, il se pose un problème de leadership régional, je crois. Je crois que le Rwanda voudrait être le leader régional. Et il voit d'un mauvais œil que l'Ouganda vienne nous aider à en finir avec la nébuleuse EDF. Il y a aussi le fait que l'Ouganda a pris des accords avec le gouvernement congolais par rapport à la construction de certaines infrastructures routières. La route Kassindi, Beni-Butembo, dont les travaux ont été lancés la semaine dernière. Okay. Il y a aussi la route, je crois, qui va de Bunagana à Goma, qui était aussi prévue par les accords entre l'Ouganda et la RDC. Je crois que c'est cela qui fait aussi que les Rwandais ne sont pas d'accord parce qu'ils savent que si cette route-là est asphaltée, qu'elle est en bon état, c'est une bonne partie du trafic de Goma qui passe par le Rwanda qui va commencer à passer par l'Ouganda et par Bunagana et par Rutshuru. Donc c'est tous ces aspects-là c'est toutes ces choses-là qui font que les Rwandais ne sont pas d'accord avec cela. Voilà pourquoi ils déstabilisent. Vous allez nous permettre, honorable, il y a quelques temps, les Congolais pensaient que c'était l'Ouganda, le Rwanda et les Burundi qui terrorisaient l'Est du pays. Et aujourd'hui, l'Ouganda est plutôt favori. Le peuple est prêt à accepter l'Ouganda, par contre, pas les Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre fois, je vous avais demandé de demander à vos correspondants au Nord Kivu qu'est-ce qu'ils pensent de l'armée rwandaise et qu'est-ce qu'ils pensent de l'armée ougandaise. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, mais si vous l'avez fait, vous avez certainement appris qu'à Beni et en Ituri, la population, l'opinion publique est largement favorable à l'intervention de l'armée ougandaise en RDC. Mais si vous osez demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent si le gouvernement congolais ose faire intervenir l'armée rwandaise, ça sera
je ne sais même pas comment, je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, les gens ne sont pas du tout d'accord. Mais Donc, pourquoi? c'est tout. Non, mais parce que l'Ouganda, le Rwanda, c'est un pays c'est un pays agresseur depuis longtemps. Depuis tout ce temps, le Rwanda n'a jamais cessé de nous déstabiliser. Il y a des gens qui ont la mémoire courte, mais souvenez-vous que au début de l'AFDL, en octobre, je crois, de 1996, le président rwandais de l'époque, Pasteur Bizimungu, il avait fait un discours à Tchangungu. Tchangungu, c'est une ville rwandaise qui est en face de Bukavu, où il avait clairement dit que les frontières héritées de la conférence de Berlin en 1885 devraient être revues. Donc le Rwanda a toujours nourri des ambitions territoriales sur notre République, sur l'Est de la RDC. Ça c'est une réalité. Contrairement à l'Ouganda, l'Ouganda a eu aussi à faire des aventures militaires en RDC à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Mais l'Ouganda n'a jamais nourri l'ambition de s'accaparer d'une partie de notre territoire. Donc c'est ça qui fait la différence et l'opinion publique. La population sait cela, voilà pourquoi elle préfère de loin mutualiser les forces avec l'Ouganda qu'avec le Rwanda. Une dernière question, sans vous inquiéter, honorable Grégoire Kiro, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au-delà de dialogue et de diplomatie pour régler cette situation avec les Rwandais? Bon, je crois que nous devons avoir un État fort. Nous devons avoir une armée forte, une armée dissuasive. Il n'y a pas d'autre solution. L'histoire du monde, depuis le début, depuis la création, depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, c'est l'histoire des rapports de force. C'est l'histoire de la guerre. C'est l'histoire de l'envahissement des plus faibles par les plus forts. C'est l'histoire de la roublardise. C'est malheureusement cela. Nous devons être capables de nous faire craindre par tous nos voisins qui peuvent avoir des ambitions chez nous. Nous sommes un pays riche, un pays grand, qui malheureusement n'a pas les moyens de maintenir son intégrité et sa sécurité. Voilà pourquoi nous devons construire l'État, construire des services publics, construire une armée professionnelle et dissuasive par rapport à toutes ces ambitions régionales et sous-régionales. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.